Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du Quiproquo. Le syndicat de la République est de retour parce que l'air est grave. Partagé entre les questions économiques qui tiennent liées de questions de survie de la République et la question sécuritaire qui est également une question de survie, je préfère commencer par la deuxième question. Quand les États-Unis ont émis le vœu de pouvoir mettre la main sur les ressources stratégiques de l'Ukraine pour pouvoir se refaire une santé économique, la RDC a eu l'intelligence des situations de pouvoir proposer le même deal pour pouvoir aussi profiter de l'influence des États-Unis dans la résolution de ces conflits. Si au niveau de l'Ukraine, qui est une bataille entre puissances, qui est une bataille entre Russie et presque l'Occident, pour ne pas dire seulement l'OTAN, Kinshasa présentait quelques éléments de facilité qui pouvaient permettre et faire croire que ce sont des questions solubles dans un bref délai et que donc les États-Unis pouvaient que facilement s'épancher sur la question de la RDC que sur l'Ukraine qui est dans un contexte très complexe. Et l'élément essentiel qui a conduit justement à cette approche, ou le facteur X est déterminant à cette approche, c'est ce qu'on appelle en droit international le convening power. Oui, les États-Unis ont le convening power sur la situation de la RDC et du Rwanda. C'est le seul État capable de mettre les deux pays autour d'une table et veiller sur les intérêts des uns des autres. Pourquoi ? Le Rwanda, qui est aujourd'hui désigné comme l'étant le pays agresseur qu'il est, dans les faits également, est un État qui, depuis le génocide de 1994, vit de l'aide venue de l'extérieur. Et parmi les plus grands donateurs, il y a les États-Unis, pour des simples calculs, qui a promis de l'aide. Je crois en 2023, c'était de l'ordre de 185 millions, de 175 millions en 2023, mais des 110 millions pour l'année 2025. À ces niveaux, cette aide-là a subi quelques revers au regard de la politique et les lobbying menés par la RDC qui a un peu scié l'aide qui devrait être destinée au Rwanda. Mais après, la RDC de son côté a fait de cette approche son cheval de bataille, le seul choix. Au départ, les États-Unis a permis d'avoir un accord de principe. On était trop contents et la plupart des Congolais, certains du reste, ont jubilé de cette approche. Il y a eu un accord de principe, mais puisque le contexte était différent, la grande question c'était de savoir quel serait l'intérêt de M23 qui sont sur terrain, notamment avec les ramifications congolaises, de pouvoir accepter les négociations au niveau supra par le Rwanda. Et c'est alors que les États-Unis, avant d'aller dans le bilatéralisme, a estimé qu'il était essentiel de scinder les approches. L'extérieur avec le Rwanda, trouver une autre solution d'ordre politique et international, et trouver une solution interne militaire avec le mouvement rebelle. Ce qui s'est passé, c'est que on a pris un peu de tangente. Kinshasa, par son lobbying, a réussi à extirper également une partie de l'aide du Rwanda ou encore sa sphère d'influence, notamment la zone européenne, où Kinshasa a obtenu beaucoup de sanctions contre le Rwanda. Mais après la signature de l'accord de principe, après les négociations de Doha, ou pendant que je parle aujourd'hui, un accord a été trouvé sur la surveillance des cessez-le-feu avec l'aide de la MONUSCO, mais également d'autres organisations sous-régionales. C'est bien. Mais après, le paradoxe, le quiproquo dont on parle, c'est la faiblesse et la nature de la profondeur stratégique de notre adversaire. Si la RDC, ce qui justifierait d'ailleurs la posture du chef de l'État lors de la rencontre au Global Gateway, de pouvoir engager un discours sur un terrain peu favorable sur les questions sécuritaires, pourtant essentiellement économiques, pour pouvoir embrayer et tendre la main au Rwanda en estimant qu'il pouvait encore embrayer sur les sanctions. Au lieu de ça, il préférait une paix de braves, ce qui a suscité beaucoup de réactions en interne. Là n'est pas notre question. Mais que Kinshasa également n'a pas compris que la sphère américaine est devenue le champ préférentiel du Rwanda. Le Rwanda, principal allié des États-Unis sous la gestion des démocrates, continue à embrayer avec l'influence des démocrates dans le secteur économique pour pouvoir continuer à maintenir cet élan parce que ces gens-là font la loi sur les politiques mondiales. Et donc, le quiproquo, c'est que pendant que nous, on attend les résultats de ce convening power, le Rwanda a pris deux orientations très difficiles.
La première, c'est dans la profondeur stratégique, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte que le principal allié économique du Rwanda, en termes d'investissement direct, c'est un État du BRICS, qui est une contre-force au pouvoir occidental, particulièrement des États-Unis. Je parle de l'Inde. L'Inde, tenez-les bien, a investi près de 175 millions dans l'économie rwandaise. Ce qui veut dire que quand viendra un moment de chevaucher ou encore de complications d'ordre sécuritaire, l'Inde voudra veiller sur ses intérêts. Qui dit intérêt de l'Inde, dit intérêt du BRICS. En d'autres termes, l'Afrique du Sud, qui se montre très alliée à la RDC dans ce conflit, peut être appelée dans les jours à venir à arbitrer, à faire un choix entre soutenir un allié direct et stratégique, l'Inde, dans ses intérêts, que de pouvoir soutenir un allié africain a de conséquences et des répercussions économiques, disons-les, assez faibles. Deuxième élément, il a pris une forte concentration sur la sphère politique américaine par le démocrate. Premier résultat, ils ont obtenu la sanction de la mine de Roubaïa. Mais enfin, on se pose la question. Quand le Trésor américain, se basant sur la loi de 2010 de Barack Obama sur la transparence dans la chaîne d'approvisionnement, sait également que cette zone-là est sous occupation de mouvements rebelles, on sanctionne la mine pour exploitation illicite. Pour un premier temps, on dirait, c'est logique. Mais en réalité, c'est un manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Maintenant, dans ce contexte-là, que devrions-nous faire? Je pense, à mon humble avis, que Kinshasa doit, au-delà de la sphère européenne, où on a pris beaucoup de galons et un peu de liberté, quoique notre espoir sur la résolution de cette guerre se repose sur le convening power américain, il faut également investir la politique américaine par ce lobbying pour pouvoir pas seulement influencer les politiques. À ce niveau, ça sera une tâche très ardue et difficile, mais l'opinion publique américaine a une forte influence sur sa politique extérieure. Et donc, il y a lieu de pouvoir investir cette approche-là. Mais un autre paradoxe, le plus grand d'ailleurs dans cette approche, c'est que le médiateur sur qui on s'est reposé pour les convening power commence aussi à trouver des champs de compromis par rapport à la posture de base de la RDC. Aujourd'hui, il se dégage, si vous demandez l'opinion américaine, que l'accord bilatéral entre la RDC serait justement de permettre aux Américains d'exploiter nos ressources stratégiques, mais avec comme point d'ancrage le Rwanda pour la transformation. Ce qui n'est pas mauvais parce qu'on est un village planétaire, mais le problème c'est qu'en termes de valeur ajoutée, on risque de se retrouver dans un système traditionnel tel qu'on est maintenant, sans valeur ajoutée, sans création des richesses, sans pouvoir profiter suffisamment de la transformation de nos ressources au profit d'un État très ambitieux et très vicieux. Ce qui fait que cette approche, si on n'y prend pas garde, risque de faire pencher la balance en faveur d'un protagoniste, parce que les États-Unis aujourd'hui, par l'impatience, voudraient également que les choses aillent vite pour pouvoir profiter de cet accord stratégique et se refaire une santé. Je vous rappelle pas les dernières menaces de Pékin sur les États-Unis aujourd'hui qui présentent des signes de fébrilité. Mais un autre paradoxe, c'est que notre allié qu'on a choisi pour le convening power aujourd'hui semblait ne plus dominer le jeu d'influence au niveau mondial. Ce qui fait que dans l'intelligence des situations, autant qu'on a eu pouvoir le faire quand il y a eu intérêt dès le départ, il faudra également que la notion du timing joue avec nous pour que finalement nous en profitions bien avant que les choses et le rapport ne changent. Parce que si de notre côté, on est à 3 ans de l'échéance constitutionnelle, ne permettons pas à ce troisième larron qui aujourd'hui ont pris une autre forme. Je parle là de la grande messe de l'opposition militarisée qui se réunit à Nairobi pour pouvoir dégager des orientations et Kinshasa doit tirer la sonnette d'alarme. Et donc, le quiproquo d'aujourd'hui, c'est on a choisi un acteur qui a de l'influence sur nous, mais dont son influence est en train de s'améniser petit à petit, et un acteur qui, au-delà de nous contraindre à se retrouver d'une table, n'a pas des mesures coercitives pour pouvoir résoudre le problème sur terrain et qu'il faut que notre intelligence et notre sagesse continuent à agir pour que les autres
décident de mettre de côté leur rengaine. Mais au-delà de ça, il y a un troisième acteur qui est sur terrain, qui semble détenir la part de l'influence de ce jeu-là. Je parle de mouvement rebelle, qui aujourd'hui également voudrait tirer l'épingle du jeu. Kinshasa doit réactiver les approches. Mais moi, ma position est connue. Il faut que militairement, nous passions à une vitesse supérieure pour pouvoir réduire l'influence. C'est vrai, on parle des cessez-le-feu aujourd'hui, ce qui voudrait dire que si on veut rentrer dans la dynamique du cessez-le-feu, il faudra qu'au niveau de l'approche diplomatique, nous ayons suffisamment des éléments de change pour que cette discussion se passe dans les conditions requises, au risque de faire encore des compromis et des concessions. Et vous voulez un autre indicateur sur les enjeux au niveau interne, ce que l'appel du chef de l'État au Global Gateway, qui était un appel destiné au Rwanda, a plutôt suscité de l'intérêt ailleurs, sur la dynamique oppositionnelle interne, quoi qu'ils sont, de l'extérieur, je parle de Joseph Kabila et le reste de l'opposition, qui est, c'est sur base de ces discours, qui se sont réunis pour peaufiner une stratégie, question de se mettre également en marge, parce que dans l'entendement de ces discours, c'est que Kinshasa est prêt à faire de nouvelles concessions pour pouvoir trouver la paix. Alors que dans l'entendement du chef de l'État, c'était une porte de sortie qu'il pense donner à Paul Kagame en disant « Je peux encore continuer à demander des sanctions pour fragiliser votre économie, mais je suis prêt à renoncer à cette approche pourvu qu'on trouve une paix des braves. » La stratégie est de mise quand on a en face de nous quelqu'un qui joue dans la profondeur stratégique. Et Kinshasa doit réactiver ses approches diplomatiques et doit encore une fois de plus faire un travail de lobbying efficace sur l'opinion américaine qui influence fortement les politiques publiques ou encore les politiques extérieures, je voulais dire, des États-Unis d'Amérique. En face des éléments de fragilité, il faut que nous fassions preuve d'intelligence et de sagesse. Sinon, l'histoire risque de se retourner contre nous et de ne pas avoir les résultats escomptés portant sur une approche stratégique très intelligente et surtout que moi j'estime la meilleure depuis ces 2 décennies qu'on ait pris pour pouvoir résoudre ce problème. Est-ce qu'on s'entend? On est obligé de s'attendre parce que faudra pas qu'on arrive au niveau où la population décide de prendre en charge ces questions-là. Que l'intelligence soit notre partage et que la sagesse conduise ceux qui, au nom de l'État, négocient et agissent pour notre bien à tous. Que la peur quitte nos esprits et que ensemble, nous bougeons dans le même sens et que ensemble, nous réécrivons l'histoire. À très vite pour un nouveau numéro. À très vite pour un nouveau numéro de compromis. À très vite pour un nouveau numéro du quiproquo.